Aujourd'hui, je te pose 8 questions. 8 questions qui vont te permettre d'évaluer ton niveau en pédagogie. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. En échangeant régulièrement avec vous, que ça soit quand on se rencontre sur des stages, des formations, on se voit en chair et en os, ou quand c'est sur des lives, que ça soit les petits-déj du labo Corps et Savoir ou sur des accompagnements individuels. Et là où ça marque aussi, c'est sur les réseaux sociaux, quand on échange ensemble. Il y a une question qui revient très régulièrement, c'est de savoir comment se situer. Comment se situer par rapport à des connaissances, par rapport à des savoirs ou des savoir-faire, a fortiori dès lors que ça touche la transmission, la pédagogie. Parce qu'on est dans du savoir-faire humain. J'ai souvent tendance à dire que c'est l'art de l'invisible. On a peut-être plus de mal à se situer qu'avec des disciplines qui sont beaucoup plus concrètes comme l'anatomie. Alors je vais prendre un exemple avec l'anatomie, justement parce que c'est concret, tangible, donc c'est peut-être potentiellement plus simple de savoir se situer. Et après, je vais basculer sur la pédagogie puisque c'est l'objet de cet épisode. Donc, je commence par l'anatomie parce que c'est le terrain qui est peut-être le plus facile pour illustrer ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est tangible, c'est concret, c'est structurel. Et même si moi, je peux l'enseigner de façon ludique, accessible, imagée, et quand je dis ça, ça veut pas dire que ça perd en précision, mais en tout cas, je vais me servir de plein de portes d'entrée sensorielles pour faire en sorte que les personnes non seulement comprennent, mémorisent, mais incorporent les connaissances. Néanmoins, l'anatomie, ça reste une science dite dure, où il y a des connaissances à avoir. Et justement, parce que c'est concret, tangible, c'est potentiellement plus facile de savoir se situer en termes de connaissances. On pourrait presque faire un quiz, tiens, ça me donne des idées pour un prochain épisode. Par exemple, est-ce que tu es capable de citer tout ce qu'il y a dans une articulation synoviale ? Tu peux avoir tous ces constituants en tête et savoir quel est leur rôle dans l'organisme et puis surtout dans le mouvement, parce que c'est ça nos métiers. Ou tu peux avoir du mal pour plein de raisons à restituer ces connaissances, ou peut-être que ces connaissances-là, tu ne les as pas. Au passage, ça ne retire pas la possibilité de superbement enseigner le mouvement. Tu peux par exemple savoir quelles sont les forces qui sont en jeu dans le mouvement. Ça va beaucoup t'aider à lire et analyser un geste. Ces forces-là, quelque part, tu les connais ou tu les connais pas, c'est aussi simple que ça. Et je le disais à l'instant, le fait d'avoir ou non ces connaissances, ça ne retire pas la possibilité de superbement enseigner le mouvement. J'avoue qu'il y a, 10, 15, 20 ans, j'aurais probablement été un peu plus véhémente sur le fait que les professionnels du mouvement ne possédaient pas ces connaissances. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai un regard un peu différent parce que quand on enseigne le mouvement, on gère mais une quantité absolument considérable de paramètres. Dans un cours, dans une semaine de travail, dans une année professionnelle, il y a déjà des centaines, des milliers de choses auxquelles on doit penser qui sont aussi bien d'ordre logistique, administratif, humaine, pédagogique, liées à notre propre discipline, etc. Les connaissances anatomiques, physiologiques, elles font pleinement partie de cet ensemble, mais finalement, elles n'en constituent qu'une partie. Donc, les acquérir, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, un véritable investissement. Ça demande d'y accorder vraiment du temps. Et surtout, on peut avoir un guidage de mouvement qui, malgré tout, va pouvoir convenir, qui va être cohérent, sans forcément posséder un niveau d'expertise anatomique extrêmement poussé. Par contre, ces connaissances-là, elles vont permettre deux choses. La première, c'est, je le dis par expérience, en connaissance de cause, pour avoir rencontré des centaines de personnes venues de différents milieux de mouvement,
En général, les connaissances anatomiques, elles viennent éclairer une intuition que l'on avait, qui était déjà souvent assez juste, hein, ça je le dis par retour d'expérience. Donc non seulement ces connaissances anatomiques, physiologiques, biomécaniques, bref scientifiques, elles peuvent donner une assise à ce que l'on pressentait déjà, mais aussi et surtout, et ça c'est une deuxième chose, c'est qu'elles vont permettre de lire le mouvement, de regarder le mouvement, de l'analyser avec beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins de raccourcis de pensée qui fausseraient l'analyse de mouvement. Et cette façon de faire, de voir, de lire le mouvement, elle va aussi permettre de transmettre de façon beaucoup plus optimale parce qu'on sait que derrière tel ou tel mot choisi pour nos consignes de mouvement, pour notre discours qui accompagne le guidage des élèves, eh bien, va se cacher telle ou telle force qui régit le mouvement. Il y a vraiment tout un enjeu de traduction à faire entre des connaissances scientifiques et le guidage du geste. Ça peut se faire dans ce sens-là, mais ça peut se faire aussi en sens inverse, c'est-à-dire on part du discours habituel que l'on a en se disant qu'est-ce qui va se cacher derrière. Mais pour savoir ce qui se cache derrière, pardi, ces connaissances-là, il faut les avoir. Donc tout ça, c'est par rapport à l'anatomie. Mais là, aujourd'hui, je voudrais parler de pédagogie. Je le disais, en préambule, c'est beaucoup plus insaisissable, c'est l'art de manier les liens humains. On travaille sur l'invisible et c'est là où les choses elles deviennent un petit peu plus compliquées à auto-évaluer en termes de transmission. Parce qu'un cours il peut extrêmement bien se passer, hein, les élèves ils partent contents, l'ambiance elle était super, les retours ils sont positifs, tout le monde est ravi, mais en fait il y a peut-être des angles morts pédagogiques dont on n'a absolument pas conscience. Il y a peut-être des façons de faire qui nous sont habituelles mais qui sont absolument pas optimales et on ne s'en rend pas forcément compte. Au même titre que, paradoxalement, il peut aussi y avoir plein de savoir-faire que l'on a, dont on ne se rend plus compte qu'on les a acquis à un moment donné de notre parcours, que c'était pas une chose innée qui nous est tombée dessus, qu'on les a travaillés. Mais on les maîtrise tellement bien qu'on sait plus qu'on sait le faire. Et quelque part, c'est problématique aussi, puisque finalement, on n'a plus conscience ou pas suffisamment conscience de ce que l'on est en train de faire. Et ça peut vraiment parasiter la prise de recul et l'évaluation de nos propres savoir-faire. Et puis le problème, c'est que quand on ne voit pas nos angles morts, non seulement ça peut ne pas poser problème puisque par définition un angle mort, on ne voit pas ce qu'il y a dans l'angle mort, mais c'est qu'en fait, c'est pas nous les profs qui en payons le prix, c'est nos élèves qui en payent le prix. Je vais vous donner des exemples très simples. Récemment, j'étais moi-même apprenante, on faisait une pratique lente type Qigong. Et là, la personne qui enseignait a donné une consigne qui ressemblait à quelque chose comme vous imaginez le geste. Et c'est très parlant de pouvoir l'imaginer par rapport à cette technique-là. Sauf que moi, j'ai fait ce qui était demandé. Je l'ai imaginé. Et en réalité, certaines personnes étaient en train de le réaliser concrètement, physiquement, et d'autres étaient en train de l'imaginer. Et lorsqu'à la fin de la pratique pédagogique nous a été demandé un retour, moi j'ai questionné, tiens, pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, on imaginait le geste plutôt qu'on ne devait le faire, parce que ça peut être un vrai objectif en soi. Et la personne qui enseignait a dit non, mais en fait, il fallait le faire. Alors je suis un peu tombée à la renverse en me disant, en fait la consigne c'était imaginer le geste, donc j'ai fait ce qui était demandé. Sauf qu'en fait la personne qui enseignait, elle ne s'est pas rendue compte que sa consigne était décalée par rapport à l'idée qu'elle avait du geste que nous devions produire. Autrement dit, ce n'était plus la personne qui enseignait, la prof, qui portait la charge de la clarté de la consigne, c'était moi, élève, qui devais deviner ce qui était réellement attendu. Et donc, inconsciemment, implicitement, c'est à moi, qui suis pourtant apprenante, à la fois de porter cette charge cognitive, mais en plus de porter le décalage entre ce qui était demandé et la réalisation qui finalement n'était pas la bonne. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce temps de retour, ce temps de parole, et même mon regard pédagogique, j'avoue, sur cet instant-là, la personne qui enseigne ne se serait jamais rendue compte que sa consigne n'était pas suffisamment claire, en tout cas pas suffisamment cohérente par rapport à l'objectif qu'elle avait. Alors je précise tout de suite, il ne s'agit pas de désigner des coupables, on a tous fait ça à un moment ou à un autre de notre vie professionnelle, et peut-être même qu'on le fait parfois encore sans s'en rendre compte.
L'enjeu, c'est de comprendre qu'on possède tous et toutes des angles morts dont, par définition, on ignore l'existence. Mais il y a des solutions à ça, j'y reviendrai dans la suite de l'épisode. Pour l'instant, je vous donne un autre exemple. C'est celui des biais cognitifs. Si tu n'es pas conscient, consciente des biais qui vont influencer ton regard, ta façon de faire, eh bien tu risques d'évaluer tes élèves de façon non équitable. Par exemple, il y a un biais qui fait que des personnes qui nous ressemblent davantage physiquement vont beaucoup plus attirer notre œil, notre regard, potentiellement un petit peu plus d'affect. Et donc on va, tous et toutes autant que nous sommes, en tant que prof, être enclin à regarder davantage des personnes qui nous ressemblent. Mais ça, c'est un biais. C'est un biais qu'il faut connaître. Il faut avoir des outils pour pouvoir, si ce n'est déjouer complètement ce biais, en tout cas transmettre avec la connaissance de ce biais et justement, je le disais, des outils pour pouvoir procéder autrement. Et là encore, ce sont nos élèves qui vont subir les conséquences de notre enseignement finalement qui est un peu bancal parce qu'on n'a pas nous-mêmes conscience de ce phénomène. Et puis je donne un dernier exemple et j'aurais presque pu commencer par celui-là tellement il est parlant. Ça va faire tilt pour les personnes qui enseignent en musique, mais si jamais c'est pas votre cas, je pense que ça va vous faire sourire aussi. C'est quand on fait un décompte des temps avant de partir. Vous savez, le 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5. Et le truc, c'est que ça fonctionne pas du tout. Je pense que si vous avez l'habitude de faire ça, ça vous aura fait sourire. Je peux pas faire un décompte à un tempo donné et quand je commence à compter vraiment, être avec un tempo qui est quasiment 2 fois plus rapide. Ça fonctionne pas. Il faut, et c'est un savoir-faire là aussi, avoir en tête, si ce n'est le tempo de la musique, en tout cas le tempo dans lequel on veut installer les personnes, et faire en sorte que le décompte d'introduction, de préparation, soit avec le même tempo que ce qu'on va compter ensuite. Et moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer ça en tant qu'élève, et je me dis, mais du coup, je suis dans l'incapacité de réaliser le geste parce que ça va beaucoup trop vite. Je n'étais pas prête à rentrer dans ce tempo-là. Et là encore, c'est moi, en tant qu'élève, qui doit subir les conséquences de ce que l'autre personne en face, non seulement ne fait pas, potentiellement, j'imagine, ne sait pas faire, mais surtout, cette personne n'a pas conscience du fait qu'elle ne sait pas le faire. Et moins encore conscience du fait que c'est nous, élèves, qui allons devoir, dans le mouvement, manager un peu comme on peut pour pouvoir récupérer une vitesse qui serait finalement celle qui était attendue. Et donc, aujourd'hui, pour te permettre de te situer dans ta transmission, pour avoir, si ce n'est ce regard extérieur, en tout cas des moyens d'auto-évaluer là où tu en es, je vais te poser 8 questions autour de la transmission. Question numéro 1. Est-ce que tu sais définir précisément quel est ton mode de transmission privilégié? Je le redis, est-ce que tu sais définir précisément quel est ton mode de transmission privilégié? Mode de transmission du mouvement, bien sûr. Je te laisse y réfléchir, je te donne cependant quelques exemples et puis aussi un retour. Je crois que j'avais déjà cité ça dans l'épisode numéro 1, les 10 conseils pour t'aider à progresser dans ta pédagogie. Des exemples de mode de transmission. Par la voix avec un discours précis. Par la voix avec un discours extrêmement rythmé. Ça pourrait être par ta démonstration, par exemple. Il y a d'autres façons de faire aussi, par imprégnation, par accumulation, etc. Donc il y a plein de modes de transmission du mouvement, mais quel est celui que toi tu vas privilégier par rapport à tes cours habituels, à ta façon de transmettre habituelle? Pour y répondre, ça va te demander de non seulement bien connaître les différents modes de transmission, mais aussi de savoir reconnaître quel est celui que tu vas privilégier dans tes cours, dans ton enseignement habituel. Mais ça va aussi demander une deuxième chose, c'est d'être suffisamment précise. J'avais donc cité cet exemple, je crois, dans l'épisode numéro 1 du podcast, c'est cette fois où j'avais demandé à des formateurs, formatrices, justement, quel est votre mode de transmission privilégié, et une personne m'avait répondu « Ah ben moi, c'est la voix ».
Et quand je lui avais dit: «OK, dans le paramètre voix, je comprends bien, mais qu'est-ce que c'est ton mode de transmission? Est-ce que tu privilégies davantage le rythme du discours ou la précision des consignes?» Et elle m'avait répondu: «C'est la même chose». Et c'est là où moi, j'avoue, j'étais un peu tombée de ma chaise parce que non, ce sont 2 paramètres complètement différents, même si dans un cas comme dans l'autre, on utilise sa propre voix comme support du geste. Donc la première question, ton mode de transmission privilégié. Maintenant, question numéro 2, c'est un peu plus comme un quiz. Est-ce que tu sais quelle est l'astuce facile, le tips pour que ta voix soit mieux entendue par tes apprenants-apprenantes sans avoir besoin de parler plus fort? Et ça, c'est une astuce, mais qui est génialissime à connaître. Je pense que toutes les personnes qui transmettent le mouvement ou autre chose d'ailleurs devraient connaître cette astuce-là, parce que ça permet d'avoir un discours qui est beaucoup plus audible, beaucoup plus distinct, sans avoir besoin de monter le volume sonore. Est-ce que tu connais cette astuce-là? Et tu sens bien que cette deuxième question, elle touche aussi un endroit bien plus vaste qui est le travail de la voix. Quand est-ce que tu travailles ta voix pour tes cours? Question numéro 3. Et si tu as écouté les épisodes précédents, les mécanismes invisibles qui peuvent saboter un projet, tu sais combien il est nécessaire de poser un cadre dans une relation humaine, poser un cadre dans un cours. Ma question numéro 3 est la suivante. Après avoir posé ton cadre de cours avec tes élèves, quelle va être l'étape indispensable à faire? Je dis indispensable parce que sans cette étape, ça sera impossible de recadrer tes apprenants-apprenantes sur le reste de ton année. Est-ce que tu connais cette étape? Attention, je ne parle pas de définir pour toi-même le cadre, savoir le nommer à tes élèves. Non, non. L'étape d'après, c'est quoi cette étape indispensable à faire après avoir nommé ton cadre de cours à tes élèves? Question numéro 4, je reviens un petit peu plus à du tangible. C'est pas vraiment de l'anatomie et réellement c'est de la physique. Est-ce que tu peux citer 5 forces qui sont en jeu dans le mouvement? 5 forces différentes en jeu dans le mouvement. Alors je t'aide, hein. En premier, on mettra toujours la pesanteur, la gravité. Oui, mais après, est-ce que tu peux citer d'autres forces en jeu dans le mouvement? Et aussi, la question qui va arriver finalement, qui va découler de cette connaissance-là, c'est comment est-ce que tu les fais transparaître dans tes consignes de mouvement? Peut-être que tu le fais déjà inconsciemment, mais inconsciemment, c'est un angle mort. C'est un endroit où il n'y a pas assez de niveau de conscience. Donc là, pour pouvoir citer 5 forces en jeu dans le mouvement, il faut des connaissances. Et après, pour pouvoir le vulgariser, ou bien, dans le sens inverse, savoir ce qui se cache derrière tes consignes, ça, c'est une histoire de savoir-faire. Parce que si c'est inconscient, si c'est un peu intuitif, finalement, c'est un angle mort. On ne sait pas ce qu'il y a dans cet angle mort. On ne sait pas ce que l'on est en train de faire. Question numéro 5. Est-ce que tu sais ce qu'est un biais cognitif? Et si oui, est-ce que tu peux en citer au moins 3? J'en ai cité un tout à l'heure, ce biais qui fait qu'on va davantage se rapprocher d'une personne qui nous ressemble physiquement. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? Et est-ce que tu peux en citer au moins 3 en sachant qu'il en existe, mais des centaines? Et puis bien sûr, là aussi, la question qui arriverait juste après, c'est comment est-ce que tu fais en sorte, si ce n'est de déjouer ces biais? Parce qu'on est tous et toutes biaisés, ça il faut le savoir. Et il y a même un biais qui consiste à penser que l'on n'a pas de biais, que l'on est extrêmement neutre. C'est faux, ça n'existe pas. On est des humains, on a tous et toutes des biais. C'est quoi un biais cognitif? Est-ce que tu peux les citer? Est-ce que tu sais, si ce n'est les déjouer, mais utiliser des outils pour pouvoir transmettre au mieux à partir de la connaissance de ces différents biais? Est-ce que tout ça, ça fait partie de tes savoirs, de tes savoir-faire? Bon, et allez, j'avoue, je fais une exception pour cette question. Je vais quand même donner une partie de la réponse. Je m'en voudrais que tu partes complètement frustré de l'écoute de cet épisode. Un biais cognitif, c'est quoi? C'est un schéma de pensée qui est trompeur, faussement logique. C'est une forme de pensée qui va permettre à l'individu de porter un jugement
ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs, ils vont influencer nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou que le temps est limité. Il va se produire une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement. On est tous et toutes soumis à des biais. Est-ce que ces biais, tu les connais? Allez, je passe à la 6e question. On va du côté de la physiologie. Est-ce que tu sais quels sont les éléments indispensables à toute mémorisation? Et j'allais presque dire, quelle que soit la technique de mouvement. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est nécessaire d'un point de vue physiologique pour pouvoir permettre une bonne mémorisation? Est-ce que tu sais dire ça? Et là, je sens qu'à cette étape de l'épisode, elle commence un peu à piquer ces questions parce que potentiellement, on est en train de se rendre compte que finalement, il y a plein de paramètres de la transmission qu'on laisse un peu de côté. On est souvent happé par nos cours, motivé d'un élan généreux à pouvoir dispenser notre propre discipline aux personnes qui nous font face, mais rarement on prend ce temps de recul. Rarement on questionne ce qui se passe d'un point de vue des forces en jeu, de la voix qu'on utilise, des modes de transmission, des biais que l'on a, de la physiologie qui sous-tend les apprentissages ou, comme ici dans cette question, la mémorisation. Et pourtant, elles sont nécessaires, ces questions, parce que sans augmenter le niveau de conscience, mais aussi les connaissances que l'on a et les savoir-faire pédagogiques que l'on a, qui passent à mon sens par des outils très concrets, on va se retrouver face à un plafond pédagogique finalement. On va enseigner un petit peu à l'intuition, sans que ça soit pleinement conscient, structuré, finalement, sans que ce soit optimal. Mais il y a des solutions à ça et je t'en parle à la fin des 8 questions. Pour l'heure, question numéro 7. Est-ce que tu as déjà rédigé tes valeurs éthiques? Est-ce que tu les as déjà posées noir sur blanc, ces valeurs éthiques? Est-ce que tu sais en quoi ces valeurs éthiques, elles se distinguent par exemple d'une charte déontologique ou d'un règlement intérieur? Et puis j'ai presque envie de déborder complètement des notes que j'avais prévues pour cet épisode. C'est qu'en fait, ces valeurs éthiques-là, une fois qu'elles sont posées, comment est-ce qu'on fait pour les transformer en objectifs concrets? Quels outils on utilise pour pouvoir finalement les laisser transparaître, les transmettre? Autant de questions autour de la relation pédagogique et du positionnement pédagogique. Ça, c'est aussi un grand paramètre à aller explorer dans la transmission. Et j'en viens à la question numéro 8. 8e et dernière question, je reviens à du plus concret. Quand tu t'adresses à tes pratiquants-pratiquantes, est-ce que tu leur dis « vous »,« tu »,« on »,« nous »,« je » et surtout, est-ce que tu sais pourquoi tu choisis plutôt l'un ou plutôt l'autre? Est-ce que tu sais comment t'adresser au mieux à ton groupe? Est-ce que tu sais quelle est la pertinence du « vous », du « tu », du « on », du « nous », du « je », pourquoi pas de l'impératif, de l'indicatif, ou même de mettre comme sujet de phrase des parties de corps. Il y a autant de façons différentes de s'adresser à tes pratiquants-pratiquantes quand tu formules tes consignes, avec à chaque fois une vraie raison cachée derrière qui va correspondre ou non à un objectif que tu as. Alors c'était la 8e et dernière question, tu auras remarqué, certaines vont évaluer principalement des connaissances, les forces dans le mouvement, les biais cognitifs, la mémorisation. D'autres évaluent davantage une capacité de réflexion pédagogique, le mode de transmission privilégié, le cadre du cours, les pronoms utilisés. Et puis il y en a d'autres qui touchent à l'identité professionnelle, celle sur les valeurs éthiques notamment. Alors je serais très curieuse de savoir, tu peux me l'indiquer en commentaire de l'épisode sur Spotify, sur YouTube, ce qu'il en est de tes réponses. Et on se promet une chose, c'est qu'il n'y a pas de jugement par rapport aux réponses données. On sait pas, on tâtonne. Souviens-toi, c'est pas grave de ne pas savoir. C'est plus gênant de croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas, et c'est plus grave de croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et donc là, ces 8 questions, elles te permettent de faire un point par rapport à tes savoirs et à tes savoir-faire pédagogiques. Est-ce que ce sont des paramètres que tu maîtrises déjà? Est-ce que ce sont des paramètres que tu connais? Est-ce que ce sont de nouvelles portes qui s'ouvrent pour pouvoir questionner ta pédagogie et petit à petit la rendre plus optimale? Et tu vois aussi que ces questions, elles vont toucher des paramètres
extrêmement différent entre des outils très concrets, les pronoms qu'on peut utiliser, ou du positionnement pédagogique, ou de la connaissance davantage scientifique, ce qui se joue par exemple dans la mémorisation. Eh bien, tous ces paramètres, si tu veux franchir un cap dans ta pédagogie, si tu veux dépasser ce fameux plafond que potentiellement tu pourrais avoir, et je précise que l'on a tous et toutes à un ou plusieurs moments donnés de notre parcours d'enseignant-enseignante, eh bien, il va falloir que tu ailles questionner tous ces paramètres-là. La relation pédagogique, ton positionnement pédagogique et ton éthique, et puis bien sûr, toute l'étendue des outils que tu vas pouvoir utiliser. Et si franchir ce cap pédagogique, dépasser ce fameux plafond, non seulement t'intéresse, mais te paraît extrêmement nécessaire d'un point de vue pédagogique, pas plus tard, pas quand j'aurai le temps, pas je me forme à autre chose, pas je privilégie ma propre discipline et la pédagogie attendra plus tard. Non, si maintenant tu veux franchir un cap pédagogique, alors dans la démarche, tu as pleinement ta place au sein de la formation accompagnement Dynamo. La formation n'a lieu qu'une fois par année scolaire avec des groupes limités à 10 personnes. Elle se fait sur candidature, elle n'est pas ouverte à tous et à toutes. Pourquoi ? Pour être sûr que les personnes qui vont accéder à la formation ont un réel souhait de franchir ce cap pédagogique. Si c'est ton cas, tu sais quoi faire. La balle est dans ton camp. Tu viens d'écouter Pédagogie en mouvement, le podcast. Pédagogie en mouvement, c'est aussi et surtout un organisme de formation pour t'accompagner dans ta connaissance du corps et dans ta transmission. Tu peux retrouver l'ensemble de mes formations sur mon site www.annedebreuilly.fr. Merci beaucoup pour ta présence et à très vite pour un nouvel épisode ensemble.